Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako, il est 13h. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche. À la une de cette édition, Bamako et Moscou intensifient leur coopération bilatérale. Une forte délégation ministérielle russe séjourne depuis hier dans la capitale malienne. Des questions de défense et de développement sont au cœur de cette visite de travail. Nous ferons le point dès le début de cette édition avec Mohamed Diarra. Invité de ce 13h dimanche, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Il sera question avec lui des états généraux de la jeunesse lancés vendredi avec la phase communale. Nous irons à Dubaï où se tient la COP28. Les Émirats arabes unis annoncent la création d'un fonds privé de 30 milliards de dollars. C'est pour intensifier la lutte contre le changement climatique. Salimata Daou nous en dira plus. À suivre le point de toute l'actualité internationale dans cette édition et puis le journal des sports, ce sera avec vous, Famourou Diorté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? La page sport de ce 13h dimanche est dominée par le football. Le Stade Malien de Bamako joue cet après-midi contre la Renaissance sportive Berkane du Maroc dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe CAF. La sixième journée du championnat national de Ligue 1 a pris fin ce samedi. La Real est seule en tête avec 16 points. On parlera également de la marche citoyenne de ce mois de décembre. L'actualité des sports, oui, tous les sports dans une vingtaine de minutes. À ne pas manquer avec Famourou Diorté, puis Focus Santé de ce dimanche porte sur le RAMED, régime d'assistance médicale. Rendez-vous en fin de journal avec Koumba Sissé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Le journal. Une très forte délégation ministérielle de la Fédération de Russie est depuis hier à Bamako. Elle est conduite par le vice-ministre russe de l'économie et celui de la défense. La délégation a eu une séance de travail avec des membres du gouvernement avant d'être reçue par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les échanges ont porté essentiellement sur des questions de défense et de développement. On en sait davantage avec Mohamed Diarra. Quelques semaines seulement après la visite d'une forte délégation malienne en Russie, les portes de couloir s'ouvrent à une délégation de haut niveau de la Fédération de Russie, signe du dynamisme d'une coopération mutuellement avantageuse. Au plan de la sécurité, les émissaires du président Poutine se sont réjouis des récents succès engrangés par les FAMA sur les théâtres d'opération, notamment leur rentrée à Kidal. La partie russe salue aussi la création de l'Alliance des États du Sahel et se dit prête à soutenir les pays membres dans leur combat pour la souveraineté. Avant le palais présidentiel, la délégation russe avait eu une séance de travail avec des membres du gouvernement sur les questions de développement. Cette haute rencontre a permis de faire le point des mémorandums signés entre le Mali et la Fédération de Russie et qui touchent des domaines clés comme l'énergie nucléaire, les infrastructures, le transport, l'approvisionnement du Mali en fertilisants agricoles. Et déjà, des priorités ont été dégagées. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. La mission qui est arrivée nous a rassuré que le président de la Fédération de Russie a pris bonne note et a suivi avec beaucoup d'intérêt tous les échanges que nous avons eus. Et cette délégation était là pour conforter le peuple malien que la Fédération de Russie sera là pour nous accompagner. Les délais de 2 semaines ont été donnés pour que des délégations russes puissent arriver ici et puissent commencer directement à travailler sur le domaine de l'énergie, parce que nous avons estimé que l'énergie est un problème majeur aujourd'hui. Et une délégation sera là dans les 2 semaines pour évaluer et nous permettre très rapidement de régler toutes les questions liées à la fourniture d'énergie au peuple. Également dans le domaine du transport aérien, dans le domaine du transport ferroviaire, dans le domaine de la recherche minière et dans le domaine de l'envoi de satellites pour le Mali, pour que nous puissions avoir une couverture totale du pays par Internet, par les réseaux de télécommunications, par le contrôle et pour faire un cadastre minier. Tout cela, nous allons avoir des délégations qui vont se succéder ici dans les 2 semaines à venir pour que vraiment un coup de fouet puisse être donné à la réalisation de toutes ces infrastructures. Des annonces qui augurent de belles perspectives dans les relations entre le Mali et la Russie dans le respect de la vision du président de la transition, le colonel Assimi Goïta.
États généraux de la jeunesse somalie hors du pays dans nos représentations diplomatiques et consulaires. La phase communale s'est tenue vendredi dernier, suivant les phases régionales et nationales. Cette grande concertation est l'occasion pour les jeunes du pays d'échanger et de discuter de leur avenir. Il est question aussi de leur participation et accompagnement dans le processus de refondation entreprise par le pays. On en parle avec l'invité de ce 13h dimanche, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors d'abord, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé la tenue de ces États généraux ? Bon, vous savez, actuellement, déjà, merci vraiment pour l'invitation. Vous savez, actuellement, le pays a pris une nouvelle trajectoire, avec les plus hautes autorités sous le leadership du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le chef de l'État. Cette nouvelle trajectoire fait qu'il y a des nouveaux engagements qui sont pris. À la suite des assises nationales de la refondation, il y a eu plusieurs recommandations des Maliens. Et après cela, il y a eu les axes de la refondation. Donc, il était quand même important, à la suite de cela, en plus de la nouvelle constitution, nous sommes dans une 4e république, il était important que les jeunes puissent montrer leur position. Aujourd'hui, quel est le rôle qu'ils peuvent jouer dans ces axes de la refondation et dans ce processus-là. Donc, les États généraux, les derniers qui se sont tenus, c'était en 1994. Il y a eu, entre-temps, bien entendu, des concertations nationales, il y a eu des conférences nationales, il y a eu une assise. Mais les États généraux, c'était depuis 1994. Ça a permis de faire une grande restructuration de toute la jeunesse, la création des fêtières, la création de certains réseaux de jeunes. Donc il était important, avec cette nouvelle dynamique du pays, de re-questionner la jeunesse par rapport à ces enjeux et surtout de demander à la jeunesse quel est le rôle qu'elle va jouer dans ce nouveau processus de notre pays. Justement, quel est le contenu de ces concertations? De quoi parlent ces jeunes, notamment au niveau communal, qui est la première phase? Alors, cette première phase nous a permis de mettre les thématiques de la refondation en place. La discussion se fait autour des thématiques de la refondation, pour ne pas se disperser. D'accord. La dernière thématique incluse, c'est celle liée à la vie associative. Donc, il s'agit là de discuter des organisations de jeunesse, comment elles doivent fonctionner, comment elles doivent fonctionner dans le développement et la promotion de la jeunesse dans le cadre du pays, mais également de fonctionnement de la fêtière. Il y a une fêtière de la jeunesse. À ce stade aujourd'hui, quelles sont les interactions entre cette fêtière et les organisations de jeunesse? Et quelles sont les interactions entre cette fêtière et la mission du département? Parce que la fêtière, elle est là pour aider le département dans le cadre de la promotion et le développement de la jeunesse. Donc, c'est toutes ces discussions qui vont se faire, qui ont commencé le 1er, donc le vendredi dernier. Mais ça a été exceptionnel. Les jeunes sont sortis partout. Toutes les Qui sont ces jeunes? Ce sont seulement des jeunes lettrés, entre guillemets? Ah non. Ça, c'était vraiment un accent particulier. J'ai beaucoup insisté là-dessus et je pense qu'on a pris compte. Scolarisés, non scolarisés, que vous soyez riches, pauvres, les apprentis, les pousse-pousse, ceux qui font les... Tout le monde était convié à faire ces états généraux. Et quel bilan faites-vous de cette première phase communale? Alors, je suis très, très heureux de voir que ces jeunes qui sont sortis à travers tout le pays, des communes très éloignées du pays, qui ont tenu quand même à faire leurs états généraux, qui sont sortis sans per diem, sans frais de transport, sans un copec, se sont réunis pour discuter de l'avenir du pays, surtout de leur rôle dans cet avenir-là. Je pense que le bilan est très positif. Et comment vont se dérouler les prochaines étapes, notamment régionales et nationales? Avec l'appui de mes homologues, notamment du ministère de l'administration, du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, les gouverneurs vont prendre le relais par rapport à la concertation régionale. Ça va se faire autour des gouverneurs. Pour quand? C'est pour ce mardi. D'accord. Donc le mardi, il y aura les discussions autour des gouverneurs. Et ces discussions vont se baser sur les éléments d'information qui ont été reçus déjà au niveau communal. Et par la suite, le 21, nous aurons des ateliers thématiques selon les thèmes justement discutés qui vont être validés le 21 décembre. Et le 22 décembre, Inch'Allah, nous allons remettre cette feuille de route, donc les conclusions des États généraux au président de la transition. Justement, la finalité, c'est l'adoption d'un document consolidé pour en faire quoi concrètement? Pour revoir tout ce qui est document aujourd'hui en termes de politique nationale liée à la jeunesse, la politique nationale de la jeunesse, la politique nationale de la construction citoyenne, la politique nationale du volontariat et toutes les autres politiques nationales qui sont en lien avec la jeunesse et les orienter selon aujourd'hui
le regard de la jeunesse. Et nous voulions que ce soit suffisamment participatif et inclusif. Ça nous permettrait que nos documents reflètent les attentes des jeunes, mais dans le cadre du développement et des axes fixés par les plus hautes autorités sous le leadership du président de la transition. Et qu'est-ce qui est envisagé pour que ce document ne se retrouve pas dans les tiroirs comme on en a l'habitude de voir dans ce pays? Oui, à ce stade aujourd'hui, notre département a complètement mis tous ces actes dans le cadre justement de cette feuille de route qui va se tracer. Donc dès la validation de cette feuille de route et la remise de cette feuille de route au président de la transition, nous allons immédiatement commencer à mettre en œuvre les recommandations de cette feuille de route-là pour pouvoir refonder jusqu'à la base la jeunesse et la mettre sur une dynamique de jeunesse citoyenne et constructive et productive pour le pays. Donc ça va se faire immédiatement. On n'aura pas de temps à perdre là-dessus. Ça ne sera pas dans les tiroirs. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Mais avant de vous laisser partir, un mot sur le sport. L'actualité, c'est le retour demain des Aigles Cadets qui regagnent le pays avec la 3e place mondiale. Une fierté pour vous, un message à l'endroit de la jeunesse? Une grande fierté pour tous les Maliens. Ces jeunes-là nous ont fait vibrer. Ils nous ont donné beaucoup d'émotions. Et je pense que vraiment, ils méritaient même beaucoup plus que ça. Mais c'est la règle du jeu. Ils sont quand même sur le podium. Nous sommes très, très, très fiers d'eux. Nous leur réservons un accueil très, très chaleureux demain à la place Cannes à 16h30. Nous invitons vraiment tous les Maliens à être là-bas juste pour leur dire merci et qu'ils comprennent que vraiment, ils ont mouillé le maillot et ce sont nos guerriers. Comme le disait tout à l'heure un des invités, ce sont les FAMA sur le terrain. Et nous sommes très fiers d'eux, nous allons les accueillir pour cela. Monsieur le ministre, encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Direction Dubaï aux Émirats Arabes Unis où se tient la COP28. Le pays organisateur a fait hier une grande annonce à la faveur d'un panel de haut niveau. Il s'agit de la création d'un fonds privé de 30 milliards de dollars, soit environ 18 000 milliards de francs CFA. Le but est d'intensifier les actions de lutte contre le changement climatique. Récit de nos envoyés spéciaux à Dubaï, Salimata Daou, Idrissa Traoré. Après le discours introductif du président des Émirats Arabes Unis, les acteurs de la lutte contre le changement climatique ont assisté à un véritable ballet des chefs d'État et d'institutions internationales. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré, je cite, « Le sort de l'humanité est en jeu ». Tout comme lui, les dirigeants ont tous mis l'accent sur l'urgence de l'action climatique. Mamadou Samake, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Il urge aujourd'hui que l'humanité tourne la page des énergies fossiles et que nous puissions opérationnaliser ce qu'on appelle la transition écologique, la transition énergétique. La COP28 est la première conférence des parties sur le climat à avoir une journée consacrée à l'agriculture, l'alimentation et l'eau. Cela intéresse beaucoup le continent africain qui a des défis à relever dans ces secteurs. L'Afrique, c'est le principal continent aujourd'hui concerné par les problèmes de famine ou des problèmes de malnutrition ou autres. Et il a été mis l'accent surtout sur l'assistance que les organisations ou les pays doivent apporter à l'agriculture familiale qui protège leur environnement. Les Émirats Arabes Unis, pays organisateurs de la COP28, ont notifié la création d'un fonds privé d'une valeur de 30 milliards de dollars pour financer les actions de lutte contre le changement climatique. Dubaï, Salimata Dao, Idrissa Traoré pour l'ORTM. Le reste de l'actualité internationale trouble en Guinée-Bissau. Les affrontements entre les éléments des forces de défense et de sécurité auraient fait au moins 2 morts. Le président Oumarou Embalo Sissoko, qui échappe pour la 2e fois, dénonce une tentative de coup d'État. Mohamed Sangari, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors expliquez-nous quel est le problème, quel est le fond de ces affrontements? Tout est parti d'un scandale financier. Les éléments de la garde nationale ont fait éruption jeudi soir dans les locaux de la police judiciaire pour en extraire le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État au trésor public. Les 2 membres du gouvernement étaient interrogés par la police judiciaire sur l'instruction du procureur général nommé par le président à propos d'un retrait de 10 millions de dollars des caisses de l'État. Retranchés dans une caserne du sud de la capitale Bissau, les éléments de la garde nationale ont
affronter les forces spéciales de la garde présidentielle dans la nuit du jeudi à vendredi, faisant au moins 2 morts selon un responsable militaire. Le calme est revenu vendredi en milieu de matinée après l'annonce de la capture du commandant de la garde nationale. C'est ainsi que le président Umaro Sissoko Embalo, après avoir écourté son séjour à Dubaï pour la COP 28, a dénoncé une tentative de coup d'État. Selon lui, ce coup d'État a été préparé avant le 16 novembre, date de la célébration du 50e anniversaire des forces armées. Il a par ailleurs rassuré qu'il n'y aura jamais plus d'autres coups d'État en Guinée-Bissau avant de souligner que cet acte aura des conséquences graves. Il a dans le temps annoncé qu'une commission d'enquête sera constituée très prochainement, Ibrahim. Merci beaucoup, Mohamed Sangari. En Sierra Leone, le président Julius Madame Bio s'adresse à la nation. C'est cela une semaine après la tentative de renversement du pouvoir et une adresse avec un ton ferme. Alors, Lassina Keita, qu'est-ce que le président a concrètement dit au peuple sierra-léonais après cette tentative de déstabilisation? Le président sierra-léonais a fait cette sortie médiatique afin de lancer une fois de plus un appel à l'unité nationale une semaine après la tentative de renversement de pouvoir. Une déstabilisation orchestrée le 26 novembre par un groupe d'individus qui s'étaient attaqués à des points stratégiques militaires, une armerie et la prison centrale. Après les échanges de tirs, le bilan fait état de 21 morts, dont 14 soldats et 3 assaillants. 14 personnes arrêtées et plus d'une trentaine sont activement recherchées. Plus de 2000 prisonniers évadés. Face à la situation, le chef de l'État, dans cette adresse, reste ferme envers ceux qui voudraient s'en prendre aux institutions en déclarant que leur acte a été prémédité, coordonné et exécuté pour déposer le gouvernement démocratiquement élu, pour renverser l'ordre constitutionnel et ruiner les décennies d'investissement en la paix et la démocratie. Julius Madame Bio encourage les citoyens à fournir toute information utile qui permettrait d'interpeller les fugitifs et d'aider les investigations. Il promet une réponse mesurée et déterminée avec un seul critère, l'état de droit. La tentative de renversement des pouvoirs sera donc exclusivement traitée comme un problème de loi et d'ordre, et non un problème politique, tribal ou religieux, a-t-il signalé. Ibrahima Traoré, c'est un président ferme qui appelle les citoyens à s'opposer à tout changement anticonstitutionnel. Merci beaucoup, Lassina Keita. 31 ans après l'avoir décrété, l'ONU décide de lever l'embargo sur les armes en Somalie. Cette mesure prise, rappelez-vous, en 1992, alors que le pays était entré en guerre civile, interdisait toute vente, export ou transfert d'armes à Mogadiscio. On en parle avec vous. Nouhoum Sissoko, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors la décision prise vendredi par le Conseil de sécurité des Nations Unies est avant tout symbolique, mais reste saluée par le pouvoir somalien qui se dit désormais en meilleure position pour combattre notamment les islamistes Shebab. C'est une victoire diplomatique pour le président somalien. La levée de l'embargo vient récompenser les efforts de Hassan Sheikh Mohamud, élu en 2022 et qui a déclaré une guerre totale contre les islamistes Shebab. L'armée a remporté des victoires et repris du terrain, mais son offensive patine désormais depuis plusieurs mois. Les Nations Unies ont quand même mis fin aux restrictions, marquant ainsi leur soutien. L'embargo datait de 1992, un an après la chute du président Siad Barre et le début de la guerre civile. La Somalie était alors tombée dans l'anarchie. Les armes circulaient à grande échelle, souvent entre les mains des seigneurs de guerre. Elles avaient ensuite été récupérées par les tribunaux islamiques, ancêtres des terroristes Shebab. Une décision avant tout symbolique. L'embargo avait été déjà assoupli en 2013 et le gouvernement pouvait importer des armes s'il le notifiait au comité de sanctions de l'ONU. Alors comment se présente la situation actuellement en Somalie, Nouhoum Sissoko? La Somalie a changé. Les islamistes contrôlent encore partiellement le territoire, mais l'État en a reconquis une partie, notamment la capitale Mogadiscio en 2011, avec l'aide de la force africaine AMISOM. Le président somalien a promis que les armes ne constitueraient pas une menace pour le peuple et le monde. Son premier ministre a lui annoncé que le pays allait désormais vaincre facilement les Shebab. Le pays va pouvoir fournir des armes sophistiquées et reconstruire son armée, a déclaré Hamza Abdi Barre, très optimiste, alors que les experts estiment qu'un anéantissement des Shebab
est pour l'instant illusoire. Ibrahima Traoré. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Nouhoum Sissoko, le reste de l'actualité internationale en plus bref, c'est avec vous. Bourama Traoré, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Après le Mali, le Burkina Faso et le Niger décident de quitter le G5 Sahel. Une annonce faite hier via un communiqué conjoint. Tout à fait. Dans ces communiqués, les autorités du Burkina Faso et du Niger estiment que l'organisation peine à atteindre ses objectifs en matière de lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélien. Elle dénonce l'inefficacité du G5 Sahel 9 ans après sa création et surtout son instrumentalisation par les puissances extérieures. Alors, nous restons au Burkina Faso où le pays vient de suspendre la diffusion du média français Le Monde. Dans un communiqué, le gouvernement burkinabé explique que c'est en toute responsabilité qu'il suspend tous les supports de diffusion du journal Le Monde au Burkina Faso. Un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement, également ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, évoquant un article tendancieux au sujet d'une attaque terroriste sanglante dans le nord du pays. Au Comores, la Cour suprême a publié hier la liste définitive des candidats pour la présidentielle. De 11 candidats au départ, à l'arrivée, ils ne sont que 6 à pouvoir briguer la présidence de l'Union des Comores le 14 janvier prochain. Parmi les 6 candidats retenus figurent l'actuel chef de l'État Azali Assoumani et l'ancien président de l'Assemblée nationale Bourhan Hamidou. En Zambie, l'effondrement hier d'une mine de cuivre illégale fait plusieurs morts. Au moins 7 morts et plusieurs dizaines de disparus dans cette mine de cuivre. Des travailleurs clandestins creusaient sur le site de Séhéli à 400 km au nord de la capitale Lusaka lorsqu'ils ont été ensevelis. De fortes pluies ont entraîné un glissement de terrain qui a englouti les travailleurs clandestins qui creusaient ce site dans 3 tunnels différents. Les secouristes sont sur place pour tenter de retrouver au moins une vingtaine de personnes, mais les espoirs sont minces. Selon la police zambienne, les faits se sont déroulés entre 21h et 22h. Et ce fait marqué en Algérie, où des musulmans et des chrétiens se sont réunis samedi soir dans la basilique Notre-Dame d'Afrique à Alger pour prier pour la paix au Proche-Orient. Environ 200 personnes, notamment des diplomates étrangers, des responsables d'associations, ont répondu à l'appel de l'Église catholique d'Algérie pour prier en faveur de la paix dans la bande de Gaza. Au même moment, les combats se poursuivent et semblent prendre le pas sur les négociations. Israël a rappelé ses émissaires du Qatar. De son côté, le Hamas souhaite un arrêt des frappes israéliennes avant de discuter et affirme que des dizaines de captifs sont morts depuis le 7 octobre dans les bombardements. Les autorités israéliennes ont confirmé le décès de 7 otages. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a opposé hier une fin de non-recevoir aux appels de l'administration américaine, demandant à son pays de rompre ses liens avec le mouvement islamiste palestinien Hamas. En visite cette semaine dans le pays, le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et de l'intelligence financière a fait part de la profonde inquiétude de Washington au regard des liens entretenus par Ankara avec le Hamas. Pour les autorités turques, le Hamas était un acteur légitime et un groupe de libérateurs qui protègent leur terre. Merci beaucoup Bourama Traoré pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale qui nous conduit à présent au journal des sports. Famurou Djourté bien installé. Très bien, vraiment Traoré. Du football, d'abord le stade malien de Bamako reçoit ce dimanche la renaissance sportive de Berkane du Maroc. C'est au stade du 26 mars. Oui, c'est dans le cadre de la deuxième journée des matchs de groupe de la Coupe CAF. Les deux clubs ont tous gagné lors de la première journée. Les Blancs de Bamako sont allés s'imposer au Congo-Brazzaville devant les Diables Noirs par 3-1. Quant aux Marocains, ils ont gagné 2-0 à domicile contre les Sud-Africains de Sékou United. Avant ce choc au sommet dans le groupe D, notre reporter Daouda Kouné et son équipe sont allés voir comment le club de Sotiba se prépare pour ce grand rendez-vous. Suivons. En préparation au complexe sportif Fousseini Diarra à Sotiba, les Blancs de Bamako travaillent d'arrache-pied en vue de cette rencontre déterminante pour la première place du groupe. Sekou Sek, entraîneur du stade malien de Bamako. Les jeunes ont envie de jouer, tout de suite jouer ce deuxième match qui va être très important pour nous. Donc forcément faire un résultat contre cette équipe peut nous mettre à l'abri, mais je sais que ça ne va pas être décisif, mais on va tout faire pour ne pas perdre ce match. Une première entre les deux clubs qui vont se découvrir, donc la prudence doit être de mise. Franck Tchessé, capitaine du stade malien de Bamako. L'objectif est clair, de gagner ce match et avoir les 6 points et commencer à gérer le reste maintenant. Les rencontres à domicile nécessitent une grande mobilisation pour soutenir l'équipe. Les responsables du stade demandent au public sportif malien de sortir massivement. Agibou Ba, président section football du stade malien de Bamako. Qu'il y ait des stadistes ou pas, que tous les sportifs maliens
et plus précisément ceux qui sont fans du football viennent soutenir cette équipe le dimanche pour nous permettre d'avoir les points que nous cherchons. À savoir que le Stade malien de Bamako et la Renaissance sportive de Berkane du Maroc partagent la première place du groupe D avec 3 points chacun. Voilà, Stade malien de Bamako, Renaissance sportive Berkane du Maroc, c'est à partir de 16h au stade du 26 mars. Une rencontre à suivre sur la radio nationale. Championnat national de Ligue 1 en clôture de la 6e journée. 3 rencontres étaient au programme hier samedi. Oui, la 6e journée s'est clôturée avec 3 matchs et 3 résultats identiques, 1-0. C'est d'abord le Djoloubassi qui a été surpris par 11 créateurs de Nyarela. Ensuite, Afrique Football Elite AFE est venu à bout de l'AS Police et l'USFAS s'est incliné devant Binga FC. En ouverture, vendredi, l'AS Real s'est imposé par 4-1 devant l'AS Black Star. L'ASCO a remporté son match 2-0 contre le COB. L'Union sportive du Sac de Kita et l'AS Bakarjan de Baraouli ont fait match nul 2 buts partout. ATS de Koro et l'US Bougouni ont fait également un match nul 2-2. Le match qui devait mettre aux prises le Stade malien de Bamako et l'US Bougouba est reporté en raison du match des Blancs de Bamako cet après-midi en Coupe CAF. Au classement, l'AS Real est toujours en tête avec 16 points. Afrique Football Elite AFE occupe la 2e place pour le moment avec 11 points. L'US Bougouba, l'ASCO et Binga FC sont respectivement 3e, 4e et 5e avec 10 unités et chacun au bas du tableau. ATS de Koro, AS Black Star, USC Kita et USFAS sont dans la zone rouge. Mondial des moins de 17 ans, le Mali rentre avec la médaille de bronze et 2 distinctions individuelles. Amidou Makalou a remporté le ballon d'argent, on va le dire ainsi. Oui. Et Ibrahim Diarra, le soulier d'argent. Oui, avec 5 buts et 4 passes décisives, Ibrahim Diarra a été le joueur le plus décisif du mondial U17 en Indonésie. L'ailier malien a été soit buteur ou passeur dans tous les matchs dont il a disputé, à l'exception de la confrontation contre l'Espagne. Il avait tout pour prétendre à faire partie des meilleurs joueurs du tournoi, mais Ibrahim Diarra hérite du titre de soulier d'argent qui récompense les meilleurs buteurs. Il arrive derrière l'Argentin Augustin Roberto et devant Claudio Echeverri. D'après les observateurs, son compatriote Amidou Makalou aurait pu être le meilleur joueur du tournoi, mais la FIFA en a décidé autrement en décernant le prix du meilleur joueur de la compétition à l'Allemand Paris Brunner. Avec 2 buts et une passe décisive, le milieu de terrain malien a éclairé par son talent et par sa capacité à tout faire. Finalement, il a été désigné 2e meilleur joueur avec son titre de ballon d'argent. Il devance le français Mathis Amougou. Terminons avec le département en charge de la jeunesse et des sports qui a tenu sa traditionnelle marche citoyenne du mois. C'était hier samedi. Oui, la marche citoyenne de ce mois de décembre a été couplée à la remise de drapeaux à l'équipe nationale de cricket en route pour les éliminatoires de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à Johannesburg en Afrique du Sud. Salifou Drago nous fait le point. La marche citoyenne du département en charge des sports rassemble davantage les fédérations. Le rendez-vous mensuel ne cesse d'agrandir son lot d'inconditionnels. De nouvelles disciplines comme le tir à l'arc, le take-ball et le jeu d'échecs s'intègrent désormais à cet espace d'expression sportive. Après explication des règles de ces jeux, les athlètes du jour se sont exercés. L'association des pratiquants des arts martiaux des personnes handicapées a d'ailleurs décerné des tableaux d'honneur aux plus hautes autorités pour la libération de Kidal. Spécial Olympique a aussi tenu à être de la fête. C'est là en marge de la journée internationale des personnes vivant avec un handicap, célébrée le 3 décembre de chaque année. Ganaba Traoré, porte-parole du Spécial Olympique. À cette journée citoyenne, nous participons pour que ce Spécial Olympique soit reconnu. En partance pour les éliminatoires de la 2e édition de la Coupe d'Afrique à Johannesburg en Afrique du Sud, l'équipe nationale de cricket a reçu des mains du représentant du ministre le drapeau national. Le staff et les joueurs se disent confiants. Ils s'engagent à donner le meilleur d'eux-mêmes pour honorer le Mali. Cheikh Amala Keita, capitaine. C'est un grand honneur de porter ce drapeau, le vert, l'or et le rouge. Inch'Allah, on aura le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir honorer ce pays. Kaori Berté, président de la Fédération malienne de cricket. Je demande aux jeunes de faire briller le drapeau malien, de le faire flotter haut dans le firmament de l'Afrique du Sud pour que le monde entier sache qu'on peut compter sur le Mali aussi.
Aboubakar Traoré, représentant du ministre en charge de la jeunesse et des sports. Il y a un véritable engouement parce que ces disciplines sont peu connues et sont aujourd'hui en train d'être mises en lumière pour que les Maliens puissent les connaître. Nous appelons vraiment, au nom du ministre de la jeunesse malienne, à s'investir davantage dans le sport. Enfin, la journée citoyenne a été sanctionnée par un match de futsal entre le gouvernement et la Fédération malienne des sports travaillistes et amateurs. Rendez-vous en janvier 2024 pour une nouvelle marche sportive du département des sports. Merci beaucoup Famuru Diorté pour toutes ces informations sportives. Focus Santé. La chronique santé de ce journal s'intéresse au régime d'assistance médicale RAMED de l'Agence nationale d'assistance médicale. Ce dispositif mis en place par le gouvernement assure gratuitement la couverture sanitaire des indigents et autres personnes qui sont dans des situations difficiles. Alors, comment bénéficier de ce régime? Quelles sont les procédures d'enrôlement et les services d'offres? On en sait davantage avec Koumba Sissé. Le RAMED, régime d'assistance médicale, est mis en place par le gouvernement du Mali voilà déjà 14 ans. L'objectif principal de ce dispositif est de prendre en charge gratuitement la couverture sanitaire des couches vulnérables et des personnes qui sont dans des situations difficiles comme les prisonniers, les enfants de la rue et les orphelins. Pourtant, jusqu'à ce jour, beaucoup de Maliens ne savent pas comment adhérer au RAMED. Dr Mahamadou Koulibaly, directeur de la gestion des prestations à l'ANAM. Pour bénéficier des prestations de l'ANAM, il faut être d'abord immatriculé à l'ANAM, c'est-à-dire être muni d'un récépissé de l'ANAM ou d'une carte RAMED de l'ANAM. Et l'indigent doit être muni aussi d'une copie de son certificat d'indigence. Une fois qu'on a la carte RAMED de l'ANAM, on doit se rendre dans les structures sanitaires la plus proche. Maintenant, une fois à l'intérieur des hôpitaux, les agents des hôpitaux vont faire la vérification des pièces. Après la vérification de ces pièces, ils vont orienter la personne malade. Une fois que l'assuré de l'ANAM a son récépissé, il bénéficie des offres médicales. Mais attention, ces offres sont limitées. Notre prise en charge s'effectue dans le cadre d'un panier de soins qui concerne d'abord la consultation. En dehors de la consultation médicale, il peut y avoir les hospitalisations avec ou sans chirurgie. Il y a les soins en ambulatoire, c'est-à-dire on donne un bilan au malade, la radiographie, et les prises de sang, les examens biologiques. Après ces soins, il y a les cas de suivi des femmes indigentes, du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Il faut savoir qu'on ne peut pas tout prendre dans le régime d'assistance. Il y a les exclusions par rapport à la nuineterie. Il y a les chirurgies esthétiques qui ont des interventions au niveau de la dent. Il y a des médicaments qui sont exclus. Grâce au RAMED, Mariétou Tseli a pu soigner sa fille malade. Ma fille est tombée à l'école et s'est blessée au pied. Je l'ai amenée chez les guérisseurs traditionnels. Je n'avais aucun moyen financier de la traiter. L'ANAM s'est chargée de sa prise en charge à l'hôpital Mère-Enfant de Luxembourg. Comme Mme Tseli, la direction de l'ANAM est venue en aide à des milliers de personnes. Les blessés de guerre sont également bénéficiaires du RAMED, mais la durée de leur prise en charge est différente de celle des autres bénéficiaires. Ahmed Ben Aman Traoré, directeur général de l'ANAM. Nous avons immatriculé 3 394 349 personnes qui sont enrôlées à la date d'aujourd'hui. Et ceux qui sont pris en charge totalement dans le cadre de leurs soins, c'est 416 429 personnes qui ont été totalement pris en charge sans contribution aucune de leur part. Pour la prise en charge des blessés de guerre, ils sont pris en charge totalement pendant leur séjour à l'hôpital. Nous les prenons dans le cadre des urgences. Une fois que les urgences sont levées et qu'ils sortent de l'hôpital, normalement, ils doivent continuer à être pris en charge dans leur dispositif naturel. Concernant la cotisation des frais de soins des bénéficiaires, le gouvernement assure les 85% et les 15% restants sont à la charge des collectivités territoriales. Au niveau de certaines mairies, le retard dans le paiement de cette cotisation est un handicap pour l'ANAM. Ahmed Ben Aman Traoré, directeur général de l'ANAM. À la date d'aujourd'hui, nous avons énormément de retard pour ce qui concerne le paiement des collectivités. Parce qu'une fois qu'eux, ils payent leur contribution,
nous allons prendre les assurés qui relèvent de leur localité. Et la prise en charge permet aussi à l'ANAM de payer les structures sanitaires qui relèvent de leur localité. Donc en payant ces structures sanitaires, eux aussi, ils pourront non seulement renouveler le stock de médicaments à leur niveau, et ils pourront aussi payer les primes et indemnités vis-à-vis du personnel qui sont utilisés dans ces structures sanitaires. 3 ans non renouvelables, c'est la durée des offres accordées aux assurés du RAMED. Focus Santé. Et c'est Focus Santé, c'est ce numéro de Focus Santé qui met fin à ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Les infos restent à nos portes. Tout à l'heure, retrouvez Famuru Djourté dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Grand merci à la Keita à la réalisation. La mise en ligne est assurée par Sekou Traoré. À la mise en onde, Bintou Traoré. Coordination éditoriale, Bourama Traoré. À 19h30, la grande édition du soir. D'ici là, excellent moment de radio à notre compagnie. Bon dimanche.